Les dirigeants des organisations militaires de l'état-major général des petits États se sont mis d'accord sur la possibilité de lancer une frappe préventive contre la Russie. Eh bien, plus l'État est ridicule, plus l'arrogance de ses dirigeants fous est grande, et il n'y a pas grand-chose à commenter ici, car lorsque de telles déclarations sont faites, les gens ne devraient prendre en compte qu'un seul scénario. Par exemple, l'utilisation d'armes nucléaires tactiques par la Russie contre certains États qui se permettent de telles déclarations. Il n'en restera que de la poussière. Le traité de Washington pourrait peut-être s'appliquer, mais cet État n'existera plus. Il s'agit donc simplement de la poursuite du comportement très irresponsable et inacceptable de Poutine, qui montre au monde entier, en particulier pendant la semaine de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations unies, son vrai visage, à savoir qu'il n'hésite pas à jouer le pari nucléaire encore et encore. Nous rejetons donc fermement cette menace et la position de l'Union européenne reste inchangée. Seul un aveugle ne voit pas qu'il existe une psychose militaire en Europe, dont la conclusion logique sera l'envoi des militaires des pays d'Europe occidentale en Ukraine. Il ne fait aucun doute que cela se produira. Je regarde aussi ces pauvres gauchistes hongrois. Ils sont tiraillés entre les positions de guerre et de paix, parce que le peuple hongrois, même à gauche, veut la paix. Et ceux qui sont payés, de Soros à Bruxelles et Washington, veulent la guerre. On n'agresse personne. On ne fait que défendre nos intérêts. Le mécontentement de nos partenaires occidentaux, notamment des Américains, est lié au simple fait que nous défendons nos intérêts. L'augmentation de la tension n'est pas liée à nos manœuvres militaires ou à d'éventuelles actions menaçantes de notre part dans le domaine de la sécurité. Je m'explique. Vous avez parlé des vols de nos avions de combat, y compris des vols de nos avions stratégiques. Mais est-ce que vous savez qu'au début des années 1990, la Russie a complètement arrêté les vols stratégiques dans les régions éloignées, comme l'Union soviétique le faisait auparavant? Nous les avons complètement arrêtés. Mais pendant ce temps, les avions stratégiques américains ont continué à voler avec des armes nucléaires à bord. Pourquoi? Contre qui? Qui menaçait-il? Nous n'avons pas effectué de vol. Année après année, nos avions n'ont pas volé. Il y a 2 ou 3 ans que nous avons recommencé. Alors, qui est le provocateur? Est-ce que c'est nous? Nous n'avons que 2 bases militaires à l'étranger dans des zones qui représentent un danger terroriste. Au Kirghizistan, la demande a été faite par les autorités kirghizes, par le président de l'époque, Akev, après une incursion de terroristes venus d'Afghanistan. Au Tadjikistan, il y a une base russe qui est aussi sur la frontière avec l'Afghanistan. Je pense que vous avez tous intérêt à ce que la situation reste calme là-bas. La plantation de bases là-bas est bien fondée, compréhensible et adéquate. Les bases militaires américaines, elles, en revanche, sont partout dans le monde. Et vous dites que nous nous comportons agressivement? Le bon sens, il est où? Que font les forces américaines en Europe avec leurs armes nucléaires pré-stratégiques? Qu'est-ce qu'elles font là-bas? Écoutez, le budget de la défense russe pour l'année prochaine a augmenté. L'équivalent en dollars, pour ne pas dire une bêtise, c'est à peu près 50 milliards de dollars. Et le budget militaire du Pentagone dépasse le nôtre de 10 fois. 575 milliards de dollars.
Le Congrès l'a accordé dernièrement. Et vous voulez dire que nous menons une politique agressive? Il faut quand même garder son bon sens, n'est-ce pas? Est-ce que c'est nous qui avançons nos bases militaires près des frontières des États-Unis ou d'autres États? Qui est celui qui fait avancer les bases de l'OTAN toujours plus près de nous? Qui est celui qui laisse avancer vers nous l'OTAN et les infrastructures militaires? Ce n'est pas nous. Quelqu'un nous écoute-t-il à ce sujet? Y a-t-il un dialogue qui a lieu avec nous? Non, ce n'est pas du tout le cas. On nous dit toujours la même chose. Ce n'est pas votre affaire. Chaque pays a le droit de choisir sa méthode pour garantir sa sécurité. Alors bon, nous allons donc faire la même chose. Pourquoi on nous interdit ça? Et j'en ai déjà parlé. Qui a résilié unilatéralement le traité du système de défense antimissile, qui était sans aucun doute à l'époque une des pierres angulaires des plus importantes dans tout le système de sécurité international? Est-ce que c'est nous? Non. Ça a été fait par les États-Unis de façon unilatérale. Les USA nous menacent. Ils déploient ces éléments de la défense antimissile non seulement en Alaska, mais aussi ici en Europe, en Roumanie, en Pologne, tout près de nos frontières. Et vous voulez dire que nous menons une politique agressive? La question de savoir si nous voulons des relations sur un pied d'égalité avec l'Occident? Oui, bien sûr, mais seulement à condition que nos intérêts nationaux soient respectés, aussi bien dans le domaine de la sécurité que dans le domaine de l'économie. Pendant environ 19 ans, nous avons négocié l'entrée de la Russie à l'OMC. Nous avons dû faire énormément de concessions pour cela. Et tout le temps, on a pensé qu'il s'agissait d'accords vraiment solides, inébranlables. Je ne veux pas dire qui a tort ou qui a raison dans ce conflit ukrainien. Je pense que c'est notre position qui est la bonne. Mais laissons ça de côté. J'en ai parlé déjà plusieurs fois et je pense que nos partenaires occidentaux ont tort en ce qui concerne la crise ukrainienne. Donc nous avons adhéré à l'OMC. Là, il y a des règles commerciales solides. Ces règles ont été violées. Les règles du droit international ont été violées et les règles de la Charte des Nations Unies ont été violées lorsque des sanctions économiques illégitimes et unilatérales ont été infligées à la Russie. Est-ce de nouveau nous qui avons tort? Nous voulons entretenir des relations tout à fait normales avec l'Occident dans le domaine de la sécurité, dans la lutte contre le terrorisme, dans le domaine de la non-prolifération des armes nucléaires. Nous voulons collaborer dans le domaine de la lutte contre la drogue, contre le crime organisé et pour la prévention des maladies infectieuses, y compris le virus Ebola. Tout cela, nous allons le faire ensemble, y compris dans le domaine économique. Les propos de Dmitri Medvedev, associés à ceux de Viktor Orban et à l'analyse de Peter Stano, révèlent une inquiétude croissante face à l'escalade des tensions entre l'Occident et la Russie. Medvedev met en avant la possibilité de frappes préventives et les conséquences catastrophiques qui pourraient en découler, tandis que Orban souligne que les pays occidentaux se rapprochent d'un point de non-retour. Cette mise en garde souligne la gravité de la situation, car les décisions actuelles des dirigeants occidentaux, en particulier ceux de l'UE et de l'OTAN, pourraient déclencher des conflits à une échelle mondiale. Orban critique directement les dirigeants occidentaux, notamment Macron, pour leur rôle dans l'escalade, les accusant de souffler sur les braises d'une guerre qui pourrait rapidement devenir ingérable. Sa déclaration que les guerres régionales deviennent des guerres mondiales résonne avec les préoccupations exprimées par d'autres voix sur la scène internationale, signalant que l'absence de dialogue et de compromis pourrait mener à un conflit à grande échelle. Dans ce contexte, les déclarations de Peter Stano sur le comportement très irresponsable et inacceptable de Poutine témoignent d'une inversion accusatoire classique de la part des dirigeants occidentaux. Ce discours minimise les responsabilités partagées dans la crise, notamment le vote du Parlement européen incitant les États membres à autoriser Kiev à frapper le territoire russe. Une telle décision pourrait constituer une déclaration de guerre, comme l'a prévenu Poutine, qui a modifié sa doctrine nucléaire pour permettre des représailles contre les États soutenant ces frappes. Poutine, dans ses interventions, souligne qu'il ne s'agit pas d'agression, mais de défense des intérêts russes. Il rappelle que la Russie ne possède que 2 bases militaires à l'étranger, comparée à l'expansion des bases américaines à travers le monde. Cette déclaration met en lumière la perception russe d'une menace persistante venant de l'OTAN et des États-Unis. Il interpelle les dirigeants occidentaux sur leur propre comportement, questionnant leur rôle dans l'escalade des tensions. En affirmant que les sanctions économiques sont une opportunité pour la Russie de renforcer son économie et son indépendance, il adopte un ton défiant, qui reflète une stratégie de communication visant à présenter la Russie comme une victime de provocations extérieures plutôt que comme un agresseur.
Orban met également en avant l'espoir d'une élection de Trump et la formation d'une coalition de la paix PAN occidentale, indiquant qu'au sein même des pays occidentaux, des voix s'élèvent pour appeler à un retour à la diplomatie. Il souligne une psychose militaire en Europe, évoquant une militarisation croissante qui pourrait conduire à l'envoi de troupes. Les résultats d'une enquête de l'Institute for Global Affairs montrent que la majorité des citoyens, 88% et 94%, souhaitent que l'OTAN recherche un règlement négocié. La manière dont Orban dépeint les dirigeants favorables à l'escalade comme une infime minorité souligne la polarisation des opinions publiques. Ce décalage entre les aspirations populaires et les décisions politiques prises par les gouvernements indique que les dirigeants doivent prendre en compte l'opinion publique pour éviter d'aggraver la situation. En somme, les propos de Medvedev, Orban et Stano, ainsi que ceux de Poutine, illustrent une prise de conscience croissante des risques d'une guerre prolongée et un appel à réévaluer les stratégies actuelles. Il est crucial que les dirigeants occidentaux entendent ces voix et initient un dialogue sérieux pour éviter une escalade incontrôlée. Dans quelle mesure pensez-vous que la pression populaire peut influencer les décisions politiques concernant la guerre en Ukraine? Pensez-vous que la position de Poutine sur la défense des intérêts russes est légitime ou constitue-t-elle une justification de l'agression? Quelles mesures pourraient être mises en place pour favoriser un dialogue constructif entre la Russie et l'Occident? Partagez avec nous vos avis en commentaire. Merci et à très bientôt.